PFAS, un poison dans l'eau. Le reportage est donc signé Céline Crespi, Marion Devauchel, Eva Billon et Bertrand Martineau. Nous sommes de retour sur ce plateau pour poursuivre le débat avec nos invités. Nicolas Thierry, bienvenue. Vous êtes député écologiste et social de Gironde. Vous avez fait adopter un texte de loi contre les PFAS à l'Assemblée nationale. Nicolas Cossic, vous êtes journaliste indépendant pour le média Disclose notamment, et on vous voit dans le reportage, vous avez mené l'enquête sur cette question. Enfin, Olivier Andro, vous êtes chargé de mission pour l'UFC Que Choisir. Bienvenue à tous les trois. Alors, on va commencer par ce reportage. Depuis, Nicolas Cossic, il y a eu quelques avancées. Les communes sont passées à l'étape supérieure. Elles ont porté plainte. Pourquoi ? Contre qui ? Alors la première raison de cette plainte, c'est déjà de se faire entendre parce qu'il y a un sentiment de silence ou en tout cas de déni chez certains maires du territoire qui se sentent démunis et pas aidés en fait dans cette pollution qui leur tombe dessus. Ce sont des petites communes avec de petits moyens. Malandry, c'est 80 habitants, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il y a cette dimension de se faire écouter et puis essayer d'obtenir réparation aussi parce qu'aujourd'hui, ils estiment qu'une plainte, donc il y a 6 communes qui ont déposé plainte, associées avec la communauté de communes qui couvre le territoire. Ils estiment que cette plainte est le seul moyen en fait d'obtenir une enquête sérieuse, rigoureuse, indépendante, qui pourra, ils l'espèrent, faire la lumière sur cette affaire, trouver les responsables et obtenir réparation. Nicolas Thierry, je le disais, vous avez porté un texte de loi ici à l'Assemblée nationale. On voit des habitants qui se débrouillent justement pour ne pas consommer l'eau du robinet. On voit des élus qui mènent l'enquête quasiment seuls. Qu'est-ce que notre reportage vous inspire ? Ça confirme le sentiment et la réalité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de communes, de citoyens, de consommateurs sur les territoires sont abandonnés. On a un gouvernement qui n'est pas du tout proactif sur un sujet qui est tout simplement un scandale sanitaire qui est à la hauteur du chlordécone ou de l'amiante. Et on a un gouvernement qui subit, et même la loi, vous l'avez dit, que j'ai fait adopter, ça a été dans la douleur. C'est-à-dire que le gouvernement a plutôt subi cette loi plutôt qu'ils l'ont portée. Et on y reviendra, mais aujourd'hui encore, ils sont dans un processus d'enlisement pour qu'elle puisse intervenir le plus tard possible. Olivier Andro, pour qu'on comprenne bien, ces PFAS, ces substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, on va dire PFAS pour résumer, il y en a en fait partout. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que c'est chimiquement ? Bien, c'est une molécule de carbone qui a une liaison extrêmement forte avec une molécule de fluor et ça confère des propriétés qui, du point de vue industriel, paraissent au premier abord très intéressantes. Par exemple, c'est ça qui confère le caractère déperlant, l'eau qui glisse par exemple sur des vêtements de pluie ou le caractère anti-adhésif de certaines poêles, etc. Et c'est pour ça qu'on va en retrouver partout dans les objets du quotidien, donc poêles anti-adhésifs, des vêtements de pluie, mais aussi j'ai des revêtements anti-taches sur, par exemple, peut-être ces textiles, etc. Donc on en trouve vraiment partout, et aussi de manière industrielle. Il faut savoir que certains PFAS, ça peut être des pesticides ou encore des mousses anti-incendie, donc avec un risque d'exposition très fort de la population. On connaissait justement ce qui s'est passé dans la vallée de la Chimie près de Lyon. Là, on voit dans notre reportage dans les Ardennes. Depuis le 1er janvier, il y a des contrôles sur l'eau. On va en découvrir partout à des seuils inquiétants. C'est la question qu'on se pose. Nous, à l'UFC Que Choisir, nous avons déjà publié il y a 1 an, on va dire, une sorte de coup de sonde qui était limité sur 30 communes, mais qui montrait déjà qu'il y avait une certaine préoccupation. Tout d'abord, par rapport à la norme qui va être applicable en France, tout serait conforme. RAS, rien à signaler. En revanche, si on prenait des normes qui sont utilisées d'ores et déjà dans d'autres pays de l'Union européenne, je pense par exemple au Danemark, là pour les coups c'est plus du tout la même chose, on aurait à peu près la moitié de nos échantillons qui seraient jugés comme non conformes, avec parfois des taux très élevés, y compris dans des grandes villes de France. Nicolas Cossic, justement, là il y a des contrôles sur l'eau potable, on pourrait étendre aussi aux boues, ces boues qu'on voit dans le reportage, ces boues d'épandage, il pourrait y avoir aussi des contrôles en France, on a le sentiment, en tout cas, qu'on va contrôler de plus en plus ces PFAS. En tout cas, dans les boues, c'est quelque chose qui est mis sur la table aujourd'hui par le gouvernement. Il souhaite, à partir de l'été, en fait, organiser une campagne nationale de recherche, donc des analyses concrètement de PFAS dans les boues, qu'elles sortent de stations d'épuration urbaines, là où vont les eaux usées des villes, ou également les stations d'épuration industrielles, qui est le type de cas qui est en cause dans le cas des Ardennes. Une campagne d'analyse, d'une part, pour voir où il y a des problèmes, pour simplifier, et puis d'autre part, mettre en place une valeur seuil, une forme de limite, de concentration limite de PFAS, pour dire
ces boues-là, on peut les épandre sur les terres agricoles, ces boues-là, on ne peut pas. Il y a un risque sanitaire, il y a un risque de contamination des sols, des nappes phréatiques et des plantes, des végétaux, des aliments. C'est ce qu'on voit, Nicolas Thierry, dans le reportage, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'eau qui sort du robinet, mais il y a aussi ce couple d'agriculteurs qui voit ces sols contaminés. En fait, c'est une chaîne interminable, ça peut être partout. C'est une économie circulaire de la pollution, c'est-à-dire qu'en fait, on met sur les champs agricoles ces boues qui contaminent l'alimentation, qui ensuite provoquent une contamination générale. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les premières alertes, là on parle du gouvernement qui pourrait réagir d'ici l'été, mais le reportage le montre très bien, il y a des alertes de l'ANSES qui datent de 2011, qui expliquent qu'il y a un sujet potentiellement de présence de PFAS dans les boues. Et on rappelle par ailleurs que le scandale des PFAS, il a explosé aux États-Unis à la fin des années 90. Et il y a 25 ans, là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, Nicolas Cossing, on en parle depuis quelques mois, depuis quelques années, mais en fait, ça date d'il y a longtemps. Oui, voilà, si je peux compléter, alors déjà, si on regarde à l'échelle internationale, il y a quand même une prise de conscience, notamment aux États-Unis depuis les années 2000, mais si on reste concentré sur l'état de la France, enfin sur la question de la France, pardon, il y a effectivement ce rapport de l'ANSES de 2011 qui marque un peu le point zéro, mais en fait, pendant les années 2010, on va voir qu'un certain nombre d'agences de l'État, agences de l'eau, des établissements publics, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, etc., l'Office français de la biodiversité, ont mené des investigations, ont fait des études sur ces PFAS. Et pour revenir à la question des boues précisément, le PFOS, qui est un des PFAS, est recherché et détecté fréquemment dans les eaux qui sortent dans les rejets des stations d'épuration depuis longtemps dans le cadre de ce qu'on appelle les campagnes de recherche de substances dangereuses, les RSDE, qui sont littéralement un programme du gouvernement pour contrôler, surveiller les substances émergentes. Donc on sait qu'il y a des PFAS qui sortent des stations d'épuration et pour autant on n'a jamais eu le souci de dire faisons une mesure par précaution. Et Olivier Andrew, comment on l'explique ça, ce décalage entre des agences qui cherchent, qui disent attention c'est dangereux, il faut essayer de contrôler davantage, et puis le fait qu'on ait attendu des années avant de prendre des décisions? Clairement, un manque de courage politique de la part des pouvoirs publics, hein, c'est une évidence. Déjà, sur la base d'analyses qui avait été réalisée en 2014-2016, les autorités sanitaires avaient indiqué qu'il y avait présence de PFAS dans les analyses sanguines de la totalité des consommateurs adultes et enfants qui avaient été testés. Donc, vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 ans. Donc, on voit bien qu'il y a une grande hésitation de la part des pouvoirs publics à finalement mettre une contrainte au niveau des professionnels qui continuent. Je pense que ce serait important qu'on le dise aux téléspectateurs. Actuellement, il est toujours possible pour les industriels de relarguer des PFAS dans la nature. On va revenir à votre loi, Nicolas Thierry, mais sur le reportage, on voit les maires, Annick et Étienne, des maires de petites communes qui se relèvent les manches, mais qui ont l'air d'être bien seuls quand même. Comment vous expliquez que ce soit, alors c'est à eux de donner à leurs administrés de l'eau potable, et puis c'est à eux d'essayer de trouver des solutions. Ils ont le sentiment en fait de se battre un peu seuls. On va prendre un exemple très concret. Ils sont face à un sujet, c'est comment ils financent la dépollution de leur eau. La loi prévoit, qui a été votée définitivement en février 2025, elle prévoit une taxe pollueur-payeur pour que les industriels contribuent au financement de la dépollution. On est en avril 2026. Aujourd'hui, le gouvernement n'a toujours pas sorti un décret, et je rappelle que ça a été reconfirmé au moment du vote du budget, où la taxe devait rentrer en vigueur au 1er mars. Et en fait, en abandonnant cette taxe, ils abandonnent les communes, et ils font un choix très clair, c'est de dire, c'est pas aux industriels de payer, c'est à vous et moi, c'est votre facture d'eau. C'est ça le choix que fait le gouvernement. On reviendra après justement sur ce fameux principe du pollueur-payeur et de qui finance cette dépollution, puisque ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros. On va revenir à la loi qui a été votée, qui était à votre initiative, Nicolas Thierry. Alors, je vous fais intervenir d'abord Olivier Andrew, comme ça après vous la défendrez, mais on a beaucoup dit, voilà, la France prend enfin à bras-le-corps ce sujet avec cette loi. Est-ce que c'est vrai qu'effectivement, on peut dire que notre pays, avec le vote de cette loi, a commencé à regarder en face ce problème des PFAS ? C'est indubitable. Je pense qu'il faut vraiment... moi, j'en profite pour saluer l'énergie et la détermination du député Nicolas Thierry qui a vraiment permis qu'on ait une loi qui constitue vraiment un premier jalon très important. Il faut rappeler le principe, c'est un principe général, malheureusement avec des exceptions, mais un principe général d'interdiction d'utilisation des PFAS dans les produits industriels ou produits du quotidien. Donc c'est une très très bonne chose. Maintenant, on pourra parler du lobbying, vous en parlerez certainement. Évidemment. Il y a des trous dans la raquette. Un premier trou dans la raquette, c'est par exemple tout ce qui concerne les ustensiles de cuisine. Il n'y a pas un foyer français sans ces fameuses poêles anti-adhésives ou d'autres ustensiles. Vous imaginez la contamination large que ça implique ? Alors justement, Nicolas Thierry, puisque cette loi
saluée par Olivier Andrew et par beaucoup, est-ce qu'elle était tout à fait conforme à ce que vous vouliez depuis le début? Est-ce que vous avez dû finalement faire un petit peu de... vous dire finalement il n'y aura pas d'interdiction totale, le pays n'est pas forcément prêt. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Qu'est-ce que vous souhaitiez y mettre dès le début? Alors déjà, merci pour vos mots, mais cette loi, c'est une première pierre. Ça a permis au moins, et ça a été sa grande vertu, de mettre le débat des PFAS dans le débat public, parce qu'on en parlait assez peu avant. Et c'est pas que la loi, il y a eu un gros travail de journalistes d'investigation, mais tout ça a permis au moins de faire parler du sujet. Et en effet, ce n'est qu'une première pierre, et c'est pas du tout la version que moi j'avais proposée en 2023. Je vous prends un exemple très simple. Le principe que moi j'avais proposé à l'origine, c'est de dire on interdit les PFAS dans tous les ustensiles, les usages, les objets du quotidien, à part si c'est une utilité vitale, si c'est pas. Et tout ce qui est non essentiel, effectivement, on interdit. Et en effet, ça a été réduit à la fin, même si c'est déjà beaucoup, aux textiles, aux cosmétiques et aux fardes de ski. Donc vous voyez bien qu'on est déjà, plutôt qu'une interdiction générale, on est redescendu à un niveau beaucoup plus précis. Pas ces fameux ustensiles de cuisine, ces fameuses poêles par exemple. Pourquoi finalement ça n'a pas été possible de les interdire? Alors là, ça a été très simple, c'est qu'il y a eu un lobby absolument incroyable de la part de Tefal, qui a même mobilisé ses salariés avec la complicité du syndicat FO, qui sont venus devant l'Assemblée nationale pour taper devant des casseroles le jour de la loi pour que ça n'aboutisse pas. Et on a perdu de 8 ou 10 voix. Et en sachant que là, il y a un vrai sujet de santé publique, parce qu'en effet, c'est dans les foyers de tous les Français, mais il y a aussi un problème en termes de pollution au moment de la fabrication des produits et dans la fin de vie des poêles, qui sont des phases tout aussi polluantes que quand vous l'utilisez dans vos cuisines. Et ça, même l'Europe reconnaît que ce n'est pas un usage essentiel. Donc là, c'est vraiment la perméabilité du gouvernement avec les lobbies qui a évité aux industriels, évidemment, qui a permis aux industriels de passer à travers les mailles du filet. On reviendra sur cette question des lobbies, mais Nicolas Cossic, au niveau scientifique, parce que parfois c'est un débat certains disent qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la dangerosité des PFAS. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que scientifiquement il y a un consensus pour dire qu'il y a des dangers avérés pour l'homme? Alors les PFAS, c'est une famille de plus de 10 000 substances. Donc si on mettait tous les scientifiques sur cette terre à bosser sur l'évaluation des risques, ça ne suffirait pas pour faire une évaluation substance par substance. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques molécules qui sont très bien documentées, très bien établies, dont la toxicité est établie, notamment le PFOA qui est la plus connue et qui est reconnue cancérogène. Sur, on va dire, peut-être quelques dizaines de PFAS, on a vraiment des soupçons très forts de toxicité. Les propriétés d'une molécule à une autre, propriété toxique, se répètent. Mais là où il y a vraiment un consensus, c'est sur la persistance. Et donc le problème, c'est que ces substances-là, on ne sait pas trop pour beaucoup d'entre elles, mais en fait, elles s'accumulent. Et tant que le robinet n'est pas coupé, tant que les rejets continuent, ça s'accumule dans l'environnement, dans les corps, et l'exposition augmente. Et donc, finalement, même une molécule qui serait peut-être un peu moins toxique que le PFOA, si la dose augmente, eh bien, au bout d'un moment, le risque peut devenir significatif. C'est un peu ce qu'on peut observer dans le cas du TFA, dont on entend beaucoup parler, un très petit PFAS, qui, a priori, est moins toxique que d'autres PFAS qui sont aujourd'hui interdits, mais on en retrouve dans de telles quantités, et on a trop peu de données, en fait. Donc, potentiellement, on est à l'avant de quelque chose qui est très problématique. Et le TFA, c'est là pour 10, 20, 30, 40 ans. Pour ça, Olivier Andrew, qu'on parle de polluants éternels. C'est pas éternel, mais c'est vraiment l'accumulation et le fait qu'on ne s'en débarrasse pas une fois que c'est dans les corps qui fait que c'est très dangereux puisque ça s'accumule. C'est malheureusement les deux. Ils sont effectivement éternels ou en tout cas très largement au regard de la durée de vie d'un humain. Ils ne se dégradent pas. C'est bien ça le problème. Donc c'est absolument important d'exiger de la part des pouvoirs publics français et européens des mesures qui limitent dès maintenant l'utilisation de ces PFAS. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où ils sont dans l'environnement, on va les retrouver dans l'eau du robinet. Les traitements actuels, classiques, tels que les filtres à charbon actifs, sont largement insuffisants pour filtrer les plus petits PFAS, tels que le TFA que vous avez cité. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va payer? Actuellement, c'est très clairement le principe polluer-payeur. C'est le consommateur, à travers sa note d'eau du robinet, qui paye pour la dépollution dont il n'est pas à l'origine. Justement, et on reviendra, mais comme ça, on finira par revenir justement sur le documentaire, sur cette question pollueur-payeur ou pollué-payeur. On parlait du consensus scientifique, il y a le niveau européen, puisqu'on dit souvent que la France doit agir aussi au niveau européen. Il y a des études qui confirment justement le fait qu'il faut aller vers une restriction large. Est-ce que c'est parce que l'Union européenne aussi sera d'accord sur ce sujet qu'on pourra établir des normes et des interdictions, Nicolas Thierry ?
Déjà, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'échelle de l'Union européenne, les PFAS, ils coûtent à nos systèmes de santé entre 52 et 84 milliards d'euros par an. Donc en effet, si on regarde les choses objectivement, il y a tout intérêt, même financièrement, à effectivement interdire et aller vers une interdiction large. Après, comme au niveau national, au niveau européen, il y a des pressions extrêmement fortes des industriels qui jouent toujours sur les mêmes arguments. C'est-à-dire de dire, ça a été très bien dit, il y a une famille de PFAS, il y en a 12 000, il ne faut pas regarder la famille, il faut regarder substance par substance. Moi, je l'ai attendu pendant 3 ans. Ça, Sauf c'est que, une technique. comme ce que dit Nicolas Cossig, c'est l'accumulation qui crée aussi le danger. Et s'ils sont dans cette famille, c'est qu'ils ont un dénominateur commun, c'est la persistance, et c'est ça qui les rend tous dangereux. Donc il faut évidemment raisonner par famille. Et ensuite, une fois qu'on a franchi cette étape, les lobbies arrivent avec un deuxième argument qui est de dire, vous n'êtes jamais au bon échelon pour agir. Quand vous voulez agir au niveau français, on vous dit qu'il faut le faire à l'échelle européenne. Et quand vous voulez agir à l'échelle européenne, on vous dit attention, l'Europe, concurrence la compétitivité, mondiale, souveraineté, etc. Donc c'est quelque chose qui se répète à chaque fois. Et la crainte, en tout cas la mienne, c'est qu'au niveau européen, ces arguments fonctionnent auprès d'un certain nombre de la Commission notamment, quoi. Puisque Nicolas Cossig, dans la commande de l'Union européenne, il y a le volet sanitaire et on met en parallèle le volet des risques économique que pourrait faire peser une interdiction des PFAS. Oui. On a vraiment là la démonstration de cette bataille un peu entre environnement et économie. Oui, après, ce qui est intéressant, il y a eu quand même une avancée. En fait, en ce moment, il y a ce qu'on appelle, sans rentrer trop dans le détail, un processus de restriction universelle des PFAS qui est en fait inédit, c'est-à-dire on restreint toute la famille d'un coup au lieu d'y aller substance par substance. C'est inédit. Et il y a l'Agence européenne des produits chimiques a des experts de différents comités qui doivent rendre un avis. Et cet avis a été rendu et il conclut que les risques ne sont pas maîtrisés et qu'ils sont trop importants au regard des bénéfices économiques. Et que donc, ces experts de l'Union européenne, de l'Agence européenne des produits chimiques, concluent qu'il faut une restriction large. Après, oui, quelques usages très spécifiques, sauf exceptions ciblées, etc. Mais restriction large d'après les experts de l'Europe, en fait. Sauf que les lobbies, l'industrie à côté, dit, en fait, parfois, on ne peut pas s'en passer de ces PFAS. L'industrie pharmaceutique le dit notamment. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que parfois, on ne peut pas faire, pour des dispositifs médicaux, par exemple, autrement qu'avec des PFAS ? Alors bon, moi je ne suis pas en capacité de répondre à cette question spécifiquement sur des dispositifs médicaux. En revanche, nous, les conseils que nous donnons à l'UFC Que Choisir, sur la base de nos tests comparatifs, c'est éviter tous les produits sur lesquels vous êtes susceptible de trouver des PFAS. Et, tout simplement parce que il y a certains produits dont on peut se passer, tels que des vêtements déperlants, des vêtements de sport, anti de pluie, etc. Tous nos tests comparatifs montrent qu'il y a présence à des doses très significatives de ce type de produits. Même chose en ce qui concerne les poêles anti-adhésives. Elles sont conformes à la réglementation, sauf que la réglementation est très largement insuffisante en termes de protection. Donc, nos recommandations, c'est de dire éviter ces instruments du quotidien où on sait qu'il y en a. Donc ça veut dire en clair, les ustensiles de cuisine, prenez des matériaux qui sont safe, qui sont absolument sûrs. Hein. Donc ça veut dire c'est l'acier, ça va être la fonte, le verre, ça va être la porcelaine, etc. Ça, on sait qu'il n'y a pas de problème. En ce qui concerne, vous savez, toutes ces petites barquettes anti-adhésives qui sont micro-ondables, ce sont des PFAS. En ce qui concerne les gobelets dans lesquels nous avons bu de l'eau tout à l'heure tous ensemble. Oui, parce qu'on pense que c'est du carton, mais en fait, il y a un petit film à l'intérieur. Vous avez déjà vu du carton qui ne laisse pas passer l'eau. Le carton qui laisse passer l'eau, c'est qu'il y a des revêtements de PFAS. Donc, notre recommandation, c'est éviter ce type de produits dans votre quotidien et de revenir à des matériaux beaucoup plus traditionnels. Nicolas Thierry, sur les pressions des industriels, on imagine qu'à moment de la préparation de votre loi, vous en avez été témoin. Est-ce que c'est vrai quand ils disent parfois qu'on ne peut pas s'en passer, que pour certaines productions assez ciblées, les PFAS sont encore indispensables ? Ils exagèrent largement. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des sujets comme par exemple les batteries, parce qu'on est dans une phase pour lutter contre le dérèglement climatique où on électrifie massivement, et il y a de la présence de PFAS dans les batteries. On voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'industries qui, d'ores et déjà, mettent sur le marché déjà des batteries sans PFAS. Les mousses anti-incendie, ça a été quelque chose qui a largement été mis en avant. Il y a des départements maintenant, Seine-Maritime de mémoire, ça a été dit dans le reportage, je crois, qui réussissent à faire sans. On sait faire des mousses anti-incendie, même pour lutter contre les hydrocarbures, sans les PFAS. Après, il reste en effet la question du domaine médical, les pacemakers. Par exemple, il y a des PFAS. Dans le Prozac, il y a des PFAS. Mais il faut avoir en tête que les secteurs où les PFAS sont absolument indispensables, on ne pourrait pas s'en passer, c'est très marginal.
C'est ce que vous disiez, Nicolas Cossy, que vous me citiez l'exemple justement des pacemakers. Mais ce qu'il faudrait, c'est limiter aux choses absolument indispensables qui représentent une infime partie de l'utilisation de ces pipes. Disons qu'il ne faut pas prendre cet argument de dire il y a certains usages pour lesquels on ne peut pas les remplacer pour dire finalement ne faisons rien. Parce qu'effectivement, ces usages très spécifiques, très minoritaires, ça représente sur les quantités émises ou utilisées, c'est vraiment faible en fait. Et puis par ailleurs, sur les mousses anti-incendie, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui dit interdiction des mousses anti-incendie. Il y a des dérogations, par exemple, pour les plateformes chimiques, les raffineries, mais jusque 2028-2030. Mais depuis 2025, il y a une réglementation européenne sur les mousses anti-incendie. Ça fait 10 ans qu'il y a de la recherche et développement pour essayer de trouver des mousses qui peuvent substituer. Au début, oui, peut-être qu'elles ne garantissaient pas la même efficacité que les mousses PFAS, mais finalement, on y est arrivé. Et aujourd'hui, il y a de nombreux services départementaux d'incendie et de secours qui utilisent des mousses sans PFAS. Et même d'ailleurs, pour aussi l'exposition des pompiers, qui sont d'ailleurs exposés. Les premiers, parfois exposés, on pense que ça protège et finalement ça expose aussi, Nicolas Thierry. Oui, il faut avoir quelque chose en tête, c'est que quand la contrainte, elle crée la créativité. C'est-à-dire que quand on pose des contraintes aux industriels, on les pousse. Ils sont obligés de s'adapter. On l'a vu avec Reach avant les années 2010, où ça allait être une catastrophe industrielle, vous en rappelez peut-être. Bien sûr. Et en effet, dans les 2-3 ans, ils ont mis des alternatives sur le marché. Donc, Reach, rappelez-nous. Reach était une réglementation globale à l'échelle européenne qui posait une grande restriction sur un certain nombre de produits chimiques. Et à l'époque, le débat avait été le même, où on avait expliqué, les industriels avaient expliqué que c'était l'effondrement industriel de l'Europe. Et en fait, on a même pris de l'avance, parce qu'on était dans le sens de l'histoire et on avait été du coup plus compétitif parce que pour les consommateurs, c'était beaucoup plus attractif. Donc en fait, quand on pose une contrainte, on génère de la créativité chez les industriels. On va revenir à notre reportage et un terme que vous avez chacun employé, de pollueur-payeur ou de pollué-payeur. Justement, on voit, Olivier Andrew, dans notre reportage, que Annick, la maire du village, elle le dit, on est pollué-payeur puisque finalement, personne ne paye. C'est à qui de payer cette dépollution des PFAS ? Tout d'abord, c'est aux industriels identifiés, et c'est ça la limite, identifiés comme étant à l'origine de ces pollutions. Ça, c'est le premier principe. Après, il est clair qu'il y a certaines pollutions qui sont anciennes, pour lesquelles il sera beaucoup plus difficile de mettre en évidence le responsable. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des fonds au niveau national. Ça ne peut pas être le consommateur qui, à travers sa facture d'eau, paye encore toujours et plus pour des pollutions dont il n'est pas responsable. Donc il est clair qu'il faut qu'il y ait une mobilisation des pouvoirs publics pour développer un fonds d'indemnisation. Puisque Nicolas Cossy, vous avez beaucoup enquêté sur cette question des PFAS, est-ce que c'est facile de remonter à l'origine en disant je schématise, je fais 2 prélèvements, je vois que c'est l'usine, j'appelle le directeur et je lui dis il faut payer maintenant. Parfois c'est des usines qui ont mis la clé sous la porte, c'est des choses qui ont disparu depuis des dizaines d'années. Pas toujours, c'est pas toujours facile, mais je citerai 2 exemples rapides. Par exemple, moi je viens de Rouen et le plus gros captage de Rouen, on a découvert qu'il y avait des PFAS au-dessus de la limite autorisée. C'est une pollution historique, parce qu'en fait le captage n'est pas loin d'une zone industrielle. Quand vous voyez la multiplicité des usines, effectivement, là, c'est compliqué de dire c'est telle usine ou c'est telle usine. Dans le cas des Ardennes, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, on a une voie de contamination qui est par les sols. Donc, je m'explique, on a ces boues qui sortent de l'usine, qui arrivent dans les sols. A priori, il n'y a pas 10 000 usines dans le secteur. Ça, c'est la première chose. Et nous, on a fait des analyses donc avec ma consoeur Émilie Rousseau de France 3, avec qui j'ai fait l'enquête, et le professeur Sébastien Sauvé. On a fait des analyses. On voit dans le reportage. On a fait des analyses de sol, et en fait, on voit une forme de signature chimique qui correspond aussi à des produits qui sont utilisés à l'intérieur. C'est-à-dire que oui, ça peut être compliqué de d'établir une origine, une source. Ça demande des moyens d'investigation, mais qui, dans certains cas, au regard des conséquences... Et on peut imaginer que si vous avez trouvé, l'État pourrait trouver également. Nicolas Thierry, qu'est-ce que vous vouliez, vous, dans votre loi, sur ce principe de pollueur-payeur ? Et vous rappeliez qu'il y a eu aussi un amendement au budget pour une entrée en vigueur de la redevance liée à ces pollutions. Ça devait être au 1er mars. Est-ce que ça s'est fait ou pas ? Pourquoi, sinon, si ça ne l'est pas fait ? Alors, à l'origine, ça aurait dû être plus tôt. C'est-à-dire que la loi avait été promulguée en février 2025, donc cette taxe pollueur-payeur, elle aurait pu rentrer en vigueur dès le premier semestre 2025. Il s'est strictement rien passé. Et en effet, au moment du budget, il a fallu reconfirmer les choses et un amendement est passé pour qu'il y ait une application au 1er mars 2026. Et il ne se passe toujours rien. Et en fait, il faut avoir conscience de quelque chose, c'est que, vous le disiez très bien, c'est que si les industriels ne paient pas, c'est vous et moi sur la facture d'eau qui allons payer. Et il faut rajouter quelque chose, c'est que les zones les plus contaminées sont aussi habitées
par, malheureusement, il y a une question de justice sociale, par les populations les plus précaires. Parce que ceux qui habitent près des sites industriels, c'est souvent des populations qui font partie des 11 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté dans le pays. Et c'est à cela qu'on va dire, il faut augmenter votre facture d'eau pour payer la pollution d'industriels qui, impunément, polluent depuis 60 ans, je finis là-dessus, puisqu'on sait aujourd'hui que les industriels connaissaient la toxicité des PFAS depuis les années 60. Et on voit Nicolas Cossic dans le reportage, puisque les filtres à charbon dont on peut équiper, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Qui paye ? C'est pas les maires des petites communes qui vont dépenser un budget tel ? Centaines de milliers d'euros, et encore, là, c'est Oui. une petite installation. À Remilly, on parle en millions d'euros, j'ai plus le chiffre exact. Oui, et en plus qu'il faut changer très régulièrement, me semble-t-il. Mais en tout cas, c'est une question qui est entière. Là, grâce à une pression qui a été faite par les communes, il y a des subventions qui sont mises en place, mais c'est dit dans le reportage, c'est aussi finalement nos impôts et des taxes sur les usagers qui vont permettre de financer ça. Mais il y a eu cette pression, mais aujourd'hui, sur les villages, il y a un village qui a une installation, mais les autres n'ont pas forcément de solution. Et c'est des solutions qui vont être très coûteuses si on veut des solutions pérennes et qui concernent vraiment tous ces habitants qui sont touchés de plein fouet. Olivier Andro, qui peut payer ? Ça se chiffre à l'échelle de l'Union européenne en plus de 1000 milliards d'euros. Effectivement, c'est gigantesque. L'UFC Que Choisir a publié il y a donc quelques mois une étude sur les risques très importants d'explosion de la facture d'eau du robinet, qui a déjà commencé à augmenter, tout simplement parce que au-delà des PFAS, il y a malheureusement plein d'autres contaminants, tels que les pesticides. La réglementation française s'appliquant à l'eau de robinet est devenue heureusement plus exigeante par rapport à des pesticides qui étaient déjà présents mais qu'on ne recherchait pas. Il faut savoir que du fait de cette recherche, eh bien, l'eau que vous payez, que nous payons, a déjà augmenté. C'est ce que nous dit l'INSEE de manière très très significative. Les filtres à charbon actifs, on en a parlé, ça ne marche pas pour des petits PFAS. On a par exemple certaines installations qui ont été mises en place par le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, au Bahamas. La facture est de l'ordre de 1 milliard d'euros. C'est efficace, mais ça coûte très cher. Mais il y a des effets d'économie d'échelle qui font que ça peut être relativement rentable. En revanche, que vont faire des petites collectivités ? Vous citez notamment les petites communes dans les Ardennes. Elles n'ont pas les moyens financiers de mettre en œuvre ces techniques qui sont extrêmement coûteuses. Nicolas Cossic. Et si je peux juste rajouter un point pour préciser, en fait, même ces systèmes extrêmement coûteux sont finalement également une forme d'impasse, parce que, alors oui, l'eau du robinet va être super pure. Mais par contre, en fait, la pollution est transférée dans un réceptacle, si vous voulez, et dans le cas du CEDIF, c'est rejeté derrière dans l'environnement. Qu'en fait, on garde ce cycle. Donc, si on veut éliminer la pollution, il faut prendre ce recycle-là, l'envoyer dans un incinérateur chauffé à 1400 degrés. C'est le seul moyen qu'on a de détruire justement ces PFAS. Les feux d'incinérateur vont à 1400 degrés. Voilà, ouais. Olivier, vous en parliez un peu sur les solutions. Nicolas Thierry, on va peut-être essayer de se quitter sur une note un peu positive ou sur des conseils aux téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer maintenant que l'opinion publique et que on a quand même le sentiment que les services de l'État commencent à agir sur cette question ? Est-ce qu'on peut vivre sans ces PFAS ? Est-ce que c'est au consommateur de faire le bon choix dans sa cuisine ou dans ses usages du quotidien? Est-ce que les choses peuvent aller en s'améliorant? Alors oui, on peut vivre sans les PFAS, d'ailleurs on vivrait mieux sans les PFAS. Après, il y a deux leviers qui semblent totalement évidents. C'est qu'un, il faut au plus vite couper le robinet à la source, c'est-à-dire arrêter d'émettre des PFAS, parce qu'autrement on est dans un cycle infernal, on ne s'en sort pas. Et ensuite, il faut que la dépollution, elle repose sur les industriels. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout ça a fini devant la justice, c'est-à-dire qu'il y a eu des plaintes contre les industriels, ils ont été traînés devant les tribunaux, et des groupes comme 3M, pour éviter des procès, ont payé 12 milliards de dollars pour financer la dépollution de l'eau. Et je pense que le fait qu'à Malandry, par exemple, des maires portent plainte, c'est une voie qu'il va falloir explorer. Merci beaucoup à tous les trois, Nicolas Thierry, Nicolas Cossic et Olivier Andro. C'était En Immersion, le magazine de la rédaction d'LCP, suivi d'un débat à voir ou à revoir sur notre chaîne YouTube. À très vite sur LCP.